Bonjour à tous et bienvenue dans ce module où nous allons pratiquer le PHP en exercice. Et pour ce faire, on va agencer nos exercices sur un mini-site que nous allons créer maintenant. Donc on va essayer d'aller très vite et on va reprendre ce qu'on a fait sur l'Exo 2 ici. Donc on va reprendre cette structure-là et je vais aller la dupliquer dans Visual Studio. Donc je récupère mon dossier Exo 2 ici, je vais créer un Exo 3, voilà. Et à l'intérieur, je vais supprimer les trois pages là qui ne vont pas me servir. On recréera en fonction de nos besoins plus tard. Le main.js, on va le supprimer, on n'en aura pas besoin non plus. Exo2.css, je vais le renommer en main.css. Et ici, je vais appeler ma page index.php, ce sera ma page d'accueil. Et à l'intérieur, on va supprimer ce qu'on avait fait dans Exo 2. On va juste se garder la partie inclusion du header, du menu et du footer. Menu qu'on va d'ailleurs aller modifier maintenant. Donc on va dans le menu, on va se laisser juste une première page qu'on va appeler index ou accueil. En général, c'est comme ça. Et ici, je vais l'appeler donc index.php. Et je vais aller dans ma partie header. Ici, je vais changer exo2.css en main.css. Et on devrait être bon. Alors, je vais changer le title aussi. On va l'appeler exercice, site d'exercice. Voilà. On va en avoir plusieurs et je mets comme ça. Et du coup, si je reviens ici, je vais avoir mon Exo 3 qui apparaît. Et quand je vais cliquer dessus, directement, on rentre dans la partie Exo 3 et ça lance la page index.php. C'est ce que je vous avais expliqué. Quand vous avez une page qui s'appelle index.php, de base, elle se lance, elle. Une fois que vous allez dans le dossier en question. Alors, par contre, au niveau du menu, j'ai oublié de sauvegarder. C'est pour ça qu'on a ce menu-là. Donc, je réactualise. Voilà. Donc, on a juste l'accueil pour le moment. On est capable de juste revenir à cette page-là. On va juste marquer dans cette page un texte. On va faire une balise H1. Et on va dire bienvenue sur le site d'exercice en PHP. On va mettre pluriel, on va faire plusieurs. Voilà. Et on va rien mettre de plus. Voilà, si vous voulez mettre plus d'informations, n'hésitez pas. Mais on se retrouve à avoir notre petite page ici, la page d'index. Donc on arrivera sur celle-ci. Et derrière, on va se rajouter une première page et on va commencer à réaliser le premier exercice en PHP. Donc je vais créer cette page en faisant exercice ou exo 1.php. Voilà. Et donc cette page-là, pour qu'on puisse y accéder simplement, on va devoir l'inclure dans le menu. Et c'est ce que je vais faire tout de suite en l'appelant ici, exo 1.php. Et le nom d'ailleurs ici peut être différent. Je peux écrire ici exercice 1. Ici c'est juste un texte en fait. Hein. Donc voilà. Et là si j'actualise, j'ai bien ma petite page. Et du coup, je me retrouve alors à avoir aucun contenu parce que quand j'ai créé ma page exo1.php, j'ai pas mis les inclusions. Donc je vais prendre ça, les includes. Donc je les mets et à l'intérieur, on va se mettre au niveau du titre H1, on va se mettre le premier exercice. Voilà. Et comme ça, on pourra faire la même chose pour chacun des exercices qu'on va faire. On aura une page dédiée, ce qui nous permettra d'aller les visiter très rapidement. Voilà. Donc, comme on pourrait l'avoir sur un site web normal, voilà, on se retrouve à avoir cette organisation-là avec un menu pour naviguer dans nos exercices. Dans ce premier exercice que je souhaite vous montrer en PHP, nous allons afficher l'étape de multiplication. Pour cela, on va y rajouter un champ qui va nous permettre de choisir la table qu'on veut afficher. Et pour le moment, je l'ai écrit en dur. Ce que je vous propose de faire, c'est dans un premier temps de réaliser l'affichage d'une table de multiplication qu'on va pouvoir aller changer directement dans notre code. Je vous propose de mettre sur pause la vidéo et de commencer à réaliser ce code. Et ensuite de regarder la correction que je vais faire de suite. Donc on va attaquer cette correction. Et ce que je vous propose, c'est d'aller dans Visual Studio et de commencer à réaliser cet exercice. Vous noterez que j'ai déjà changé le titre. Ici, j'ai marqué affichage des tables de multiplication. Vous pouvez le mettre comme vous voulez. J'ai également rajouté un tout petit peu de CSS au niveau du titre. J'ai mis une couleur. Voilà, donc je vous le montre au cas où vous voulez faire la même chose. J'ai dit que mes H1, ils allaient avoir une couleur. Et j'ai réutilisé le bleu que j'avais mis dans le menu. Voilà. Donc une fois qu'on a ça, on va commencer par ouvrir notre balise PHP. Parce qu'on va réaliser du code PHP, et à l'intérieur, on va vouloir afficher les tables de multiplication. La première chose que je vais faire, c'est afficher la table de 2, par exemple, et pour ça, je vais devoir boucler 10 fois
donc répéter 10 fois l'action d'afficher la table de multiplication et réaliser le calcul. Donc je vais boucler avec une boucle for, et je vais aller de i est égal à 0 jusqu'à, d'ailleurs on pourrait aller à 1, dans l'exemple que j'ai montré, je commence à 0, mais c'est plus pertinent de commencer à 1, puisque x fois 0, ça fait toujours 0, donc c'est un peu inutile. Bref, enfin, ça c'est basique. Donc jusqu'à i est inférieur ou égal à 10, et on va boucler, on va incrémenter de 1 à chaque fois notre i. Alors j'ai oublié un dollar ici, voilà. Donc une fois qu'on est là-dedans, on peut faire directement un écho de $i, juste pour regarder ce que ça peut donner. Donc je vais actualiser, et on va se retrouver à avoir tous les chiffres qui sont affichés de 1 jusqu'à 10. Ça, c'est une première étape. Maintenant, ce que j'aimerais, c'est afficher le résultat de la multiplication par la table de 2, par exemple. Donc je peux écrire écho $i fois 2. Alors pour avoir un meilleur affichage, je vais d'ailleurs rajouter un saut de ligne, un retour à la ligne pour être exact, avec un BR ici, et on va se retrouver à avoir voilà, l'ensemble des calculs des tables de multiplication, de la table de multiplication de 2. Maintenant, je vais juste rajouter un affichage un peu meilleur pour montrer, comme vous pouvez le voir au tout début de cette vidéo, je vais afficher quel nombre par quel nombre on fait la multiplication. Donc pour ça, je vais tout simplement écrire écho $i, je concatène avec le signe multiplié, je concatène ensuite par le chiffre par lequel je veux faire la multiplication, donc en l'occurrence ici 2, puisque je veux la table de 2, et ensuite je vais concaténer avec le signe égal, et je reconcatène sur le résultat de la multiplication qu'on a ici. En faisant ça, vous allez voir que directement, on va avoir affiché 1 fois 2 égale 2, 2 fois 2 égale 4, etc. Voilà, des choses très simples. Maintenant, ce que j'aimerais, c'est modifier simplement ma table de multiplication pour que si je veux la table de 4, je vais écrire table de 4. Ici, je suis obligé de le faire à 2 endroits. On peut imaginer qu'on soit obligé de le faire à plus d'endroits d'ailleurs. Donc pour éviter de faire ça, on peut passer par une variable. Et en l'occurrence, je vais passer ici par une constante. Donc de la même manière, si vous vous rappelez pas comment on fait, n'hésitez pas à revenir soit en arrière, soit à pratiquer ici. Et donc pour définir une constante, on va utiliser define. Et ici, je vais l'appeler table, cette constante, et je vais y mettre la valeur de ma table de multiplication que je veux calculer. Donc par exemple, ici, je vais mettre la table de 3, tout simplement. Et en faisant ça, je vais pouvoir l'utiliser dans partout où j'en ai besoin. Donc par exemple ici, voilà, écho table. Et donc on aura bien la même chose, mais on a utilisé une constante pour le faire. Ce qui fait que maintenant, dès que je change à cet endroit-là la table, enfin ma constante table, je vais avoir directement les répercussions qui sont apportées. Voilà. Alors la dernière chose à faire, par rapport à l'exemple que j'avais montré au départ, c'est d'afficher un petit titre. Donc on va mettre dans un H2 ici, et on va tout simplement dire la table de, et on va concaténer avec justement notre constante, table, et on va rajouter un saut de ligne après. D'ailleurs, plutôt que de rajouter un saut de ligne, je vais plutôt fermer ma balise BR, H2, pardon. Et on se retrouve à avoir ce que j'avais montré au tout départ. Donc voilà, maintenant si je veux changer très simplement, encore une fois, de table de multiplication, je peux le faire à un seul endroit et ça va le répercuter partout. Voici pour cette première étape. Dans cette vidéo, on va reprendre l'exercice précédent et on va faire en sorte d'être capable d'afficher toute étape de multiplication en fonction d'un chiffre qu'on aura saisi dans un champ ici. Donc voilà ce qui a été réalisé. Je vous invite à essayer de le faire, à mettre sur pause la vidéo et à essayer de le réaliser. Je fais la correction de suite. Donc on retourne dans Visual Studio Code et on repart sur le code qu'on avait fait dans la précédente vidéo. Et ce qu'il va falloir faire ici, c'est rajouter un formulaire pour pouvoir afficher ces informations-là. Puisqu'effectivement, la saisie va se réaliser grâce à un formulaire HTML qui enverra les données en PHP, enfin sur du PHP, qui pourra ensuite les traiter. Donc on va réaliser ce formulaire. Donc je déclare un formulaire comme ceci, form. On va lui donner, je vais mettre un formulaire en méthode get. On aurait pu utiliser la méthode post, mais je vais utiliser la méthode get ici. Et l'action, ça va être de reloader la même page. Voilà, donc je vais mettre dièse pour reloader la même page. Et à l'intérieur, je vais mettre un input de type number, puisque c'est la table de multiplication qu'on va vouloir afficher, enfin qu'on va vouloir calculer. Et donc ici, je vais marquer table comme valeur. Je peux mettre ce que je veux, hein, ici, peu importe. Je vais mettre table. Et je vais lui rajouter un petit label devant, parce que comme vous regardez là, si je réactualise, j'ai juste le champ. Donc je vais mettre un label devant. Donc ça, on l'avait fait dans
dans le module précédent. Mais je le refais ici vite fait. Donc là, Belfort, il faut mettre le même nom qu'ici. Donc on va mettre table. Et on va écrire table de multiplication. Voilà, on va mettre un 2 points devant. Et on va se retrouver à avoir notre champ qui s'affiche devant. Enfin, il nous faut le bouton envoyer qui va permettre de soumettre le formulaire. Et ça va être un input de type submit et pas de type button. C'est de type submit ici. Et on va mettre envoyer, par exemple. Et ici, on va se retrouver à avoir notre bouton. Maintenant, alors je vais réactualiser ici en enlevant ça pour bien vous montrer. Donc là, on est sur la page de base. Ici, si je saisis une valeur, regardez dans l'URL, là, quand je vais cliquer sur envoyer, la valeur est passée. Et c'est bien table qui est récupérée, c'est-à-dire le champ, enfin la valeur d'ici de name et ID. Donc c'est bien cette valeur-là, ce champ-là qui est récupéré, et la valeur qu'on a saisie dans notre champ. Il reste maintenant plus qu'à modifier la valeur qu'on avait mis précédemment en dur, qui était 3, ici, donc c'était avec l'aide du define. On va tout simplement supprimer ce define, qui ne nous sert plus à rien. Et ce qu'on va pouvoir faire, c'est remplacer aux endroits où on avait table, ici, par tout simplement la valeur de table. Et pour cela, vu que on l'a passé en get, avec la méthode get, on va tout simplement écrire $_get, entre crochets, le nom du champ à donner, et ici, c'est table. Donc je marque ceci, je le mets à tous les endroits où on avait table avant, et directement, on a fini notre petit programme qui permet d'afficher toutes les tables de multiplication. Comme vous avez pu remarquer, si vous lancez la page sans avoir aucune information de saisie dans l'URL ici, c'est-à-dire sans passer par les méthodes get, on va se retrouver à avoir des erreurs, ce qui est tout à fait normal, puisque table n'existe pas ici. Donc il nous faut rajouter, comme on l'avait fait dans le module précédent également, un test pour savoir si la valeur de table, ici, $get de table, existe ou non. Et pour ça, on peut utiliser i7. Entre parenthèses, on va mettre notre champ et on va pouvoir prendre tout ce qu'on avait mis précédemment et qu'on mettra dedans. Et donc là, on va corriger l'erreur, c'est-à-dire qu'on ne va rien afficher quand table ne sera pas saisie. Donc c'est-à-dire quand on n'aura aucune valeur ici de saisie. Donc par contre, si je clique sur 30 ici, on a bien l'affichage qui s'affiche, etc. Donc si je relance, ça va bien fonctionner. Et si je change de page et que je reviens dedans, on n'a aucun problème, il n'y a rien d'affiché avant. On pourrait d'ailleurs faire en sorte, voilà, par exemple, ce qu'on pourrait faire par contre ici, c'est mettre un else et écrire par exemple h2. Alors on va faire un echo h2. On va marquer saisir une valeur dans le champ ci-dessus. Voilà, donc on pourra afficher un petit message au cas où il n'y a aucune valeur de saisie. Maintenant on en saisit une. Et du coup, derrière, voilà, on a bien ce remplacement qui est fait. Et on a l'affichage de la table de multiplication en question. Dans cette vidéo, je vous propose de passer au deuxième exercice. Et il va falloir réaliser une pyramide en fonction d'une hauteur qu'on va saisir, encore une fois, grâce au champ ici d'un formulaire. Je vous invite à réaliser cet exercice et je fais la correction ensuite. Alors, on attaque la correction et pour ce faire, on va déjà se créer un nouveau fichier qu'on va appeler tout simplement exo2.php et on va déjà l'intégrer au menu. Alors, je vais d'abord je vais reprendre tout ce qu'on a fait dans exo 1 et je vais le mettre dans exo 2, comme ça nous donnera une bonne base. Je vais supprimer ce qu'on a à l'intérieur de la balise PHP ici. Voilà, on va se garder le formulaire puisqu'on va en avoir besoin d'un. Et ce que je vais faire par contre, c'est que je vais aller le rajouter dans mon menu. Alors le menu qui va se trouver dans Common et dans Menu ici. Et on va tout simplement rajouter un nouveau menu qu'on va appeler Exo 2 ici. Et on va l'appeler Exercice 2. Voilà, donc on va vérifier déjà que ça fonctionne. Ce sera une bonne première étape. Voilà, donc on accède bien à l'exercice 2. Bon, derrière, ce qu'on aimerait faire maintenant, c'est commencer à réaliser ce code. Alors je vais revenir dans Exo 2 ici. Et à l'intérieur, on va commencer à coder dans la balise PHP. Alors on va déjà faire le titre, on va le changer. Et ça va être affichage d'une pyramide. On va l'appeler comme ça. Voilà. Et par contre, le champ qu'on va saisir ici, ça va être la hauteur de la pyramide. Voilà. Et on va en profiter pour renommer également les champs ici. Donc, hauteur. Et le name et l'id, on va mettre la même chose, on va mettre hauteur. Alors au lieu de le faire en get comme on l'avait fait précédemment, ici on va le faire en post. On va changer de méthode. Et on va coder ça très simplement, comme on l'a fait la dernière fois.
Donc on va déjà vérifier si la hauteur est saisie ici. Donc pour ça, on va tester si $_ de post entre crochets hauteur. Donc si ça, c'est défini. Donc on va rajouter, on va encadrer tout ça de I7. Donc si c'est rempli. Et on va également tester si c'est supérieur à 0, puisqu'on ne va pas vouloir faire une pyramide négative. Donc on va faire tout simplement la même chose. Donc je vais copier ça. Et je vais vérifier si c'est supérieur à 0. Voilà. Donc si c'est le cas, alors par contre il faut rajouter un « et » ici pour dire qu'on veut les deux choses. Et si c'est le cas, on va déjà afficher echo la hauteur. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord le mettre dans une variable. Ce sera plus simple à utiliser après. Donc je vais créer la variable hauteur et je vais y mettre tout simplement le poste de hauteur. Et là, on va faire un écho de la hauteur et on va afficher ça. Comme ça, on s'assure qu'on a déjà bien récupéré les informations. Je vous invite vraiment à tester au fur et à mesure. Ça évite de trouver des erreurs quand on a bien avancé et que du coup, on a un peu du mal à trouver où c'est qu'on s'est planté. Donc là, j'ai déjà vérifié que mon poste marche bien. Voilà, les informations sont bien véhiculées et on est bien en poste. On n'est pas en get puisque dans l'URL, nous n'avons rien du tout. Maintenant que nous avons fait ça, on peut retourner dans le code ici et on va pouvoir commencer à afficher cette pyramide. Alors pour afficher cette pyramide, on va avoir besoin de déclarer une variable txt, donc qui va contenir tout simplement notre pyramide. Et on va remplir déjà notre pyramide pour faire une demi-pyramide. Donc on va déjà s'occuper, si vous vous rappelez l'image, on va faire un triangle en fait. Donc pour réaliser ce triangle-là, ça va être assez simple. On va pouvoir utiliser un compteur ici, donc on va initialiser à 0, et on va le faire aller jusqu'à la taille de la hauteur, ici. Et on va incrémenter à chaque tour de boucle de 1 notre compteur. Et à l'intérieur, on va pouvoir tout simplement afficher echo de txt. Mais avant cela, il va falloir compléter txt en lui mettant dx dedans. Donc on va tout simplement faire ça. Alors par contre, il faut augmenter, enfin, il faut ajouter à txt 2x à chaque fois. Donc on va déjà tester ça et regarder ce que ça peut donner. Donc je vais actualiser, on va faire comme ceci. Je vais mettre 5 et je vais cliquer sur envoyer. Alors là, effectivement, on se retrouve bien à avoir des x. Par contre, on n'a pas de saut de ligne. Donc j'ai oublié ce point-là. Donc on va se rajouter un BR en plus et il va falloir le placer ici. Donc on se retrouve bien à avoir notre petite pyramide. Il y a juste un petit souci à cet endroit-là. Alors du coup ici on a également oublié de rajouter un BR après l'affichage. Donc d'ailleurs on va le changer. On va se mettre un petit titre supplémentaire. Ici on va marquer pyramide de hauteur. Et on va rajouter la hauteur de la pyramide. Donc c'est ce qu'on a saisi. Voilà, donc hauteur. Et on va mettre à la fin de ça, donc vu qu'on l'a mis dans un H2, on va fermer notre balise H2. Et ça devrait avoir un affichage bien meilleur à cet endroit-là. Voilà, pyramide de hauteur 5, et on se retrouve bien à avoir 5 hauteurs pour la pyramide. Donc ça c'est parfait, on a notre demi-pyramide. Et maintenant, il faudrait réaliser l'inverse. Alors et pour réaliser l'inverse, ça ne va pas être très compliqué. Donc il va falloir passer par une autre boucle for. Donc c'est-à-dire une fois qu'on a affiché notre premier pyramide, on va pouvoir réaliser l'inverse. Donc on va reboucler exactement pareil. Sauf qu'on va aller une ligne de moins. Donc ici, ce sera hauteur moins 1. Alors pour la simple raison que la dernière ligne est commune aux deux parties. Donc on n'a pas besoin de le faire une fois de plus. Ce serait une fois de trop, tout simplement. Et du coup, ici, avant de l'afficher, il va falloir pour la prochaine ligne ici, c'est la ligne d'après, supprimer les deux derniers caractères. Donc on va tout simplement faire ça en utilisant la fonction substring. Donc ici, on va écrire txt qui reçoit substring de txt, donc c'est elle-même. Et par contre, on va devoir prendre à partir de 0, donc c'est-à-dire à partir du premier caractère. Une chaîne de caractères, c'est comme les tableaux, ça commence à l'indice 0. Et il va falloir aller jusqu'à la taille de notre chaîne, c'est-à-dire strlen. Donc ça, c'est une fonction qui permet de savoir la taille d'une chaîne de caractères. Donc c'est la taille de txt moins 2 pour supprimer les deux derniers caractères. Voilà, donc là on supprime avec ce substring les deux derniers caractères de notre chaîne txt.
Et une fois qu'on a fait ça, on peut réafficher tout simplement TXT avec bien entendu un BR. D'ailleurs, c'est cette ligne-là. Donc on va la refaire tout simplement. Et maintenant, donc on va actualiser et on devrait avoir l'ensemble de la pyramide. Alors on a une petite erreur. Alors j'ai marqué une erreur sur substring. Oui, c'est pas comme ceci. Alors c'est sub str, voilà. Et donc là on se retrouve bien à avoir notre pyramide. Je vais juste rajouter une petite chose, c'est un else comme on avait fait la dernière fois. D'ailleurs je vais aller copier la ligne qu'on avait mis. Voilà, je vais prendre ce else là pour dire saisir une valeur si c'est pas rempli. Et on va pouvoir tester en revenant là ici. Voilà, donc on a bien saisir une valeur. Et si je saisis une valeur, on va mettre 10 ce coup-ci. On va se retrouver à avoir notre pyramide inversée. Sans problème. Voici pour ce petit exercice. Dans cette vidéo, je vous propose de réaliser un nouvel exercice qui va permettre d'afficher le périmètre d'un cercle et l'aire d'un cercle à partir d'un rayon qu'on va pouvoir saisir dans un champ. Donc on va réaliser un formulaire qui va contenir plusieurs paramètres ici. Donc on va écrire forcément le rayon et derrière on pourra choisir d'afficher ou non le périmètre et l'aire avec une checkbox ici. Donc je vous invite à regarder comment on fait ça. Donc c'est avec un input checkbox et regardez comment ça s'utilise et essayez de le faire. Donc je vous le fais directement la correction juste après. On va donc attaquer la correction. Et je suis reparti ici, j'ai créé un fichier exo3.php que j'ai mis au même endroit que l'exo 1 et l'exo 2. Je vais aller compléter le menu ici. Je vais rajouter l'exo 3. Je vais rajouter ce fichier-là. Donc je vais très vite, ça on l'a fait à plusieurs reprises maintenant. Donc je le mets ici. Et du coup, je suis parti sur ce fichier-là. Donc si j'actualise, ici j'ai bien mon menu exo 3. Donc j'ai juste marqué le titre, cercle, périmètre et aire. Voilà, et on va commencer à réaliser ce formulaire. Alors je vais déjà repartir dans le formulaire qu'on avait fait précédemment, voilà, celui de l'exo précédent. Donc je le mets à l'intérieur, et ici on va déjà renseigner donc la partie rayon. Donc au lieu de hauteur, ce qu'on avait avant, on va marquer rayon. Donc ça, ce sera le champ qu'on pourra saisir. Donc on va marquer tout simplement rayon 2 points, ça suffira. Et on va actualiser pour s'assurer qu'on a bien cette information. Voilà. Donc maintenant qu'on a ça, on va rajouter les checkbox et tout simplement on va faire un input ici, on va aller chercher checkbox ici et on va marquer périmètre. Donc là pour le périmètre et on va se rajouter forcément un label comme on l'avait fait précédemment pour les autres champs. Donc ici le label fort, on va mettre périmètre et en valeur on va mettre périmètre 2 points. Et je vais rajouter avant ce label un BR juste pour revenir à la ligne, que ça soit qu'on ait un affichage correct. Et je vais dupliquer ce checkbox pour l'air tout simplement. Donc on va écrire ici R et je vais le mettre également dans les ID et le name. Voilà, comme je fais ici. Et on va se remettre un BR à la fin. Une fois qu'on a fait ça, si on actualise, on devra avoir un formulaire complet. Voilà. Alors par contre, à la différence de ce que je vous ai montré, on n'a pas les checkbox ici, enfin les checks qui sont mis dans les checkbox. Donc si on veut les avoir de base, de présélectionner, on va tout simplement rajouter dans l'input ici, checked, pour dire que de base, il sera coché. Donc je vais actualiser et vous allez voir que le périmètre est bien coché, l'air ne l'est pas. Donc je vais le rajouter aussi sur l'air. On va dire que de base, ça va afficher les deux. Voilà, donc notre formulaire est terminé, il ne reste plus qu'à réaliser les actions en fonction de celui-ci. Donc la première chose à faire, ça va être de reprendre, comme on le fait toujours, un if ici, et on va prendre le else, je prends la totalité ici, on va épurer sur ce qu'on n'a pas besoin, là je remets ça, voilà, je vais mettre une indentation et je vais supprimer tout l'intérieur, je vais garder le else, donc qui affiche saisir une valeur dans le champ ci-dessus, si ce n'est pas rempli. Et là, on va vérifier que le rayon est bien saisi. Donc je vais remplacer par rayon, tout simplement, et on va s'assurer que c'est supérieur à 0 également. Une fois qu'on a fait ça, on va se récupérer le rayon saisi dans une variable, pour que ça soit plus simple à utiliser, encore une fois. C'est pas obligatoire, mais je préfère passer comme ça. Donc je le fais, voilà. Donc je récupère le rayon que je mets dans une variable rayon. Et derrière, je vais pouvoir déjà afficher un H2 pour marquer résultat. Et on va aller tester pour voir ce que ça donne. Si déjà on rentre bien dans tout ça.
Donc j'actualise, on a saisir une valeur dans le champ ci-dessus, on saisit une valeur, on va mettre 5, et on clique sur envoyer, on a bien un résultat qui s'affiche. Donc ça c'est parfait. L'étape suivante, on va checker si le périmètre est coché et si l'air est coché. Donc pour faire ça, on va tout simplement rajouter un if et on va faire de la même manière if i7, on va faire encore ceci, et on va vérifier que périmètre est saisi, tout simplement en faisant comme ça, et on peut faire un écho, le périmètre. Je vais juste marquer ça pour le moment, et on va tester également pour la surface, en mettant l'air tout simplement. Voilà. Et là, par contre, il faut bien marquer R, c'est cette valeur-là. Voilà. Et on va juste rajouter, pour un souci d'affichage, une balise paragraphe pour s'assurer qu'on a un paquet ici de bien défini. Voilà. Bon, c'est pas obligatoire tout ça, mais je le mets juste pour faciliter l'affichage. Voilà, donc je saisis une valeur 5, je clique sur envoyer. Et j'ai bien le périmètre et l'air qui s'affichent, puisqu'on a les deux de cocher. Si j'en mets qu'un, si je ne mets pas le périmètre, alors il faut mettre une valeur par contre. Donc voilà, je n'ai que l'air, et si je prends périmètre, je vais avoir le périmètre. Voilà, parfait. Et si j'en prends aucun des deux, et que je mets 5, on n'a rien dedans. Donc ça c'est parfait. Donc nos checkbox fonctionnent bien. Il ne reste plus qu'à réaliser les calculs. Et là, de manière très simple, on va écrire le périmètre d'un cercle de rayon, et on va afficher le rayon. On va d'ailleurs le mettre en gras en mettant une balise B, B pour bold. Ça va mettre en gras ici la valeur, donc on va écrire rayon. Donc le périmètre d'un cercle de rayon, 2 points rayon. On va rouvrir les guillemets ici, et on va fermer notre balise B pour mettre en gras. Et donc on va marquer et 2 points. Alors par contre c'est dans les guillemets ici, et 2 points. Et on va concaténer avec la valeur. Donc ici, il va falloir faire le calcul. Donc entre parenthèses, rayon fois 2 fois pi. Alors pour marquer pi en PHP, c'est comme ceci. Il y a la fonction pi qui existe. Voilà. Donc il faut le savoir. Donc ici, ça fera le résultat du calcul pour avoir le périmètre. Et derrière, on va se rajouter un BR pour sauter une ligne. Et on va d'ailleurs rajouter cette valeur ici en gras. Donc de la même manière, on va remettre la balise B qu'on ferme ici. Et on devrait être bon pour cette partie-là. Je vais rajouter la même chose pour l'air. Donc je vais très vite. Je duplique la ligne. Je marque l'air d'un cercle de rayon. Le rayon, ça ne change pas. Et ici, par contre, sa valeur, ça va être différent. L'air, c'est rayon fois pi. Bon, on s'en fiche, c'est des maths assez basiques. Mais voilà, c'était juste pour l'exercice. Et normalement, ça devrait être terminé. Donc je vais relancer ma page, réactualiser ici. Je vais marquer 5 de rayon. Je vais cliquer sur envoyer. Donc on se retrouve à avoir le périmètre d'un cercle de rayon 5 et voilà, donc on a bien le bon résultat. Et ici aussi, si je mets 2, normalement on a la même valeur, c'est bien le cas. Donc c'est parfait. On a terminé pour ce petit exercice. Pour information, j'avais déjà réalisé cet exercice en JavaScript et je vous invite à le regarder sur ma chaîne YouTube. Vous pourrez comme ça comparer le PHP et le JavaScript. Donc ça vous donnera une idée de comment réaliser la même chose sur un autre langage. Je vous propose un nouvel exercice où il va falloir réaliser un petit jeu où l'ordinateur choisit un chiffre aléatoire et il va falloir que nous, on arrive à le trouver. Donc vous aurez cet écran-là, il y aura un bouton réinitialiser pour que l'ordinateur choisisse un nouveau chiffre, le bouton envoyer pour valider le formulaire où on saisit une valeur, et quand on saisit cette valeur, on aura le message qui nous dit si le chiffre est plus petit ou plus grand. Donc on va essayer de trouver le bon nombre. Donc ici on l'a trouvé, c'était 3. Et donc une fois qu'on a fait ça, on peut réinitialiser et ça relance tout simplement un nouveau chiffre pour l'ordinateur. Donc on va essayer de réaliser ça. Je vous invite à mettre sur pause la vidéo et à essayer de le réaliser par vous-même. Donc de retour dans Visual Studio Code, on va pouvoir commencer à développer ce petit jeu. Et pour ça, on va déjà aller récupérer un formulaire qu'on avait fait dans le précédent exercice pour gagner du temps. Donc je le récupère ici très rapidement. Il nous manque. Alors je vais mettre chiffre ici. Et je vais rajouter le bouton pour soumettre. Quel est le chiffre? Voilà. Et on va mettre le input type submit, le bouton. Et on va écrire envoyer, valider. Peu importe. Et du coup, on va se retrouver à avoir notre page ici. Voilà, on a bien notre formulaire et le bouton valider.
On va utiliser la méthode post comme précédemment. Et on va commencer à réaliser la partie PHP. Et je vais également la retourner, voir ce qu'on avait fait précédemment pour gagner du temps. Je vais reprendre le test ici. Et la seule chose que je vais... alors, je vais indenter ça. Je vais supprimer tout l'intérieur, on n'en a pas besoin. On va juste garder, saisir une valeur dans le champ ci-dessous, si on n'a pas fait de saisie au-dessus. Donc là, je vais actualiser. Je vais saisir une valeur, je valide. Et alors, on a encore le message. Parce que ici, ce n'est pas rayon, c'est chiffre, bien entendu. On a changé cette partie-là. Donc si j'actualise, voilà, le message s'enlève bien. Donc ça, c'est parfait. Maintenant, ce qu'on veut faire, c'est vérifier si le chiffre qu'on a saisi ici est le même que le chiffre qu'aurait choisi l'ordinateur. Donc déjà, on va définir une valeur aléatoire pour l'ordinateur. On va mettre chiffre aléa ici. Et on va lui mettre une valeur, on va mettre 5. Une fois qu'on a fait ça, on peut retourner ici dans la partie PHP à cet endroit-là. Et on va pouvoir tester si la valeur est la même entre celle qu'on a saisie et le chiffre aléatoire. Donc on va écrire if chiffre aléatoire triple égal à $post de chiffre ici. Et si c'est le cas, on va afficher c'est gagné. Donc on va tout simplement écrire echo c'est gagné. Alors j'ai oublié je fais une petite erreur, voilà, c'est ici, c'est gagné. Donc vous allez voir, ça ne marche pas pour le moment, pour une simple raison, c'est qu'en fait le formulaire ici, quand on saisit une valeur, même si on indique que c'est un type number, au niveau HTML, ce qui est envoyé c'est une chaîne de caractères, donc il va falloir le transformer en entier, et pour ce faire, on va tout simplement mettre entre parenthèses devant int de la variable, ici ça va la transformer en entier. Donc si j'actualise, donc c'était 5 sa valeur, je mets valider, donc là j'ai bien c'est gagné, donc il n'y a aucun problème. Donc là ça fonctionne. La deuxième étape va être d'afficher si le chiffre est plus petit ou plus grand. Donc on va rentrer dans le else ici, et on va tester si le chiffre est plus grand ou plus petit. Donc if chiffre aléatoire est supérieur au chiffre saisi, d'ailleurs ce qu'on va faire c'est qu'on va même passer par une variable pour que ça soit plus propre. Je vais mettre ici chiffre saisi. Voilà. Et je mets cette valeur-là. Comme ça ici, je peux l'utiliser très rapidement comme ceci. Et de la même manière ici. Ce sera plus facile à lire également. Donc c'est parfait. Donc est-ce que c'est supérieur? Si c'est le cas, on va afficher echo le chiffre est plus grand. Et sinon, on sera bien dans le cas où le chiffre est différent du chiffre saisi. Le chiffre aléatoire est différent du chiffre saisi. Et également, le chiffre aléatoire est bien inférieur au chiffre saisi. Donc on n'a pas besoin de retester ici, de faire un autre if, puisque automatiquement on est forcément dans le cas inférieur à cet endroit-là. Donc on va écrire le chiffre est plus petit. Plus petit. Donc on est toujours sur chiffre aléatoire qui est égal à 5 et on va tester ça. Donc j'actualise. Je vais mettre 3, ça me dit le chiffre est plus grand. Et si je mets 6, ça me dit le chiffre est plus petit. On va juste rajouter une balise H2 pour que ça soit plus sympathique. Et ce que je peux faire d'ailleurs, c'est le mettre en dehors des ifs. Donc ici, je peux mettre, j'ouvre la balise, une balise H2, que je referme après ces affichages-là. Voilà, comme ça, dans tous les cas, je l'aurai d'afficher, cette balise H2. Donc je réactualise, voilà, on a bien le résultat, voilà. Et si on saisit la bonne valeur, on a bien C gagné. On va mettre un C majuscule. Et donc là, on a fini à ce niveau-là. Le seul problème maintenant, c'est de rajouter ce bouton pour réinitialiser. Donc on va commencer à le coder, vous allez voir qu'on va se retrouver à avoir un petit souci. Et il va falloir passer par quelque chose que je ne vous ai pas encore montré, c'est les sessions. Donc on verra ça dans la prochaine vidéo, et avant de se quitter, on va déjà rajouter notre exercice 4 dans le menu. Donc je le fais en même temps que vous. On va dans menu ici, on va juste rajouter exercice 4, comme ceci. Et on en a terminé pour cette vidéo. On continue dans la suivante. De retour sur l'exercice 4, ce que je vous propose maintenant de réaliser, c'est de rajouter le bouton réinitialiser qui va permettre à l'ordinateur de changer son chiffre. Et pour ce faire, on va déjà rajouter un nouveau formulaire juste au-dessus du précédent qui va contenir seulement le bouton de réinitialisation. Donc je vais le mettre ici, et je vais créer un bouton Submit et on va mettre à l'intérieur réinitialiser. Réinitialiser.
Voilà. Et on va passer en méthode get pour le moment. Une fois qu'on a fait ça, on devrait avoir le bouton qui s'affiche bien. Voilà. Donc on clique dessus et pour le moment ça ne fait rien si ce n'est vouloir passer des informations et ça relance donc la page. Ensuite, ce qu'on va vouloir faire, c'est faire passer une information dans l'URL, vu qu'on est en méthode get. Pour ce faire, on peut utiliser un input et on va utiliser un nouveau qu'on n'a pas encore vu, c'est le type hidden, qui permet de saisir, enfin d'avoir un champ caché contenant une information. Donc ici, on va l'appeler reinit, ce champ, et on va lui mettre une value. On va lui mettre la valeur yes, ça veut dire que on aura la valeur reinit, on aura la valeur yes dans reinit. Donc on va lancer et vous allez voir ce que ça va faire. C'est que tout simplement, si je clique sur le bouton réinitialiser, ici, je vais avoir reinit égale yes. Une fois que j'ai ça, j'aimerais pouvoir le récupérer dans ma partie code ici. Donc je vais dupliquer ce que j'ai là. Je vais créer une nouvelle ligne ici et je vais tester si on a bien la valeur dans underscore get de reinit ici. Donc on va vérifier s'il n'est pas vide et si on a la valeur yes dedans. Et si c'est le cas, on va faire tout simplement un écho de réinitialisation. Donc on va déjà vérifier qu'on a bien ça. Donc j'actualise. Alors je reviens dedans, je clique dessus. Alors il me dit qu'il ne trouve pas reinit. Donc on a une petite erreur. Reinit. Ok. Ah oui, parce que c'est pas $post ici, c'est $get. Voilà, donc je réactualise. Et là, on a bien donc la bonne chose, réinitialisation, quand on clique sur le bouton. Donc ça, c'est bien. Maintenant, ce que j'aimerais faire, c'est changer la valeur de chiffre aléatoire ici. Donc je peux le faire, je peux mettre à l'intérieur que je vais changer mon chiffre aléatoire, et on va mettre par exemple la valeur 7. Alors, je vais juste corriger l'indentation, là, voilà. Donc on a bien mis le chiffre 7 dedans, et je peux faire ici un écho $chiffre aléa, pour bien vous montrer qu'on a fait la modification. Donc je vais actualiser, je reviens sur mon chiffre, là j'ai bien 5 qui s'affiche, puisque c'est ce qu'on avait mis sur chiffre aléatoire, et si je clique sur mon bouton réinitialiser, on passe bien à la valeur 7. Le seul problème, c'est que si je change de page et que je reviens dessus, on a à nouveau la valeur 5, donc il faut que je reclique sur réinitialiser pour rechanger cette valeur. Vous comprenez bien que ce n'est pas suffisant, et que moi j'ai besoin de véhiculer cette information de page en page, parce qu'à chaque fois que je vais cliquer sur un bouton ici, ça va réinitialiser sa valeur, et ça va revenir à la valeur 5. Donc il va falloir conserver cette valeur. Et pour ce faire, on va devoir utiliser des sessions, chose qu'on n'a pas encore vue pour le moment, et qu'on va faire maintenant. Donc ce que je vais faire, c'est démarrer une session à cet endroit-là. Je vais dire session underscore start pour démarrer une session. Et ensuite, on va pouvoir écrire session. On va pouvoir remplir notre session, pardon. Et pour ce faire, on va utiliser $_ session. D'ailleurs, vous pouvez regarder ce qui est disponible avec les underscore, $_ ici. Pour le moment, on a vu les get, les posts. Maintenant, on voit les sessions. On peut avoir les cookies, etc. On les verra plus tard peut-être. Et ici, en tout cas, on va utiliser underscore session pour conserver cette information. Donc, je vais vouloir conserver mon information et je vais le mettre dans une variable que je vais appeler chiffre aléatoire, par exemple. Et je vais y mettre ma valeur 5 comme on avait précédemment. Ce que je vais également rajouter, c'est que si ma session n'existe pas, je vais faire cette action. Par contre, si elle existe, je ne vais pas le faire. Et pour le faire, je vais juste dire if is7 de session aléatoire, pas de chiffre aléatoire, pardon. Je vais faire cette action. Donc je vais le faire seulement si elle n'est pas saisie, donc je rajoute le nom devant. D'accord? Donc ça veut bien dire si je n'ai pas de valeur dans chiffre aléatoire ici, dans session de chiffre aléatoire, je vais mettre la valeur 5. Sinon, je ne fais rien. Je vais enlever cette partie-là, chiffre aléatoire, et je vais pouvoir aller utiliser cette variable-là aux endroits où on avait avant. Donc ici, là d'ailleurs, je vais pouvoir écrire session de chiffre aléatoire, prend la valeur 7. Et ici, je peux réafficher session de chiffre aléatoire. Pour ne pas avoir de problème par la suite, on avait utilisé chiffre aléa. Ce que je peux écrire, c'est tout simplement chiffre aléa reçoit la valeur de session de chiffre aléatoire. Et là, on n'aura pas de problème. Sauf qu'ici, vous allez voir la différence en ayant fait ça. Donc là, j'ai la valeur 5. Si je clique sur le bouton valider, réinitialiser, pardon, on me passe à la valeur 7. Maintenant, je change de page, je reviens sur l'exercice 3, je reviens sur l'exercice 4, et vous voyez que la valeur est bien conservée. Donc, d'utiliser ces sessions, ça nous permet de stocker des données qui vont être véhiculables dans l'ensemble de nos pages de notre site. Donc ça va être très intéressant.
Pour information, ces informations sont stockées dans des cookies, ici. Et si vous voulez supprimer ces cookies, vous pouvez tout simplement ouvrir la console et aller dans la partie application, ici. Et on peut faire un clic droit clear. Vous allez voir que maintenant que j'ai fait ça, que je l'ai clear, je reviens dans l'exercice 3 et dans l'exercice 4, j'ai à nouveau ma valeur 5. Et mon cookie est régénéré ici, ça contient la valeur de ma session. Voilà, donc ça c'était pour information. C'est stocké comme ça dans l'application, dans le navigateur. Donc maintenant ce que je voudrais, c'est générer un chiffre aléatoire. Pour ce faire, en PHP, on peut utiliser tout simplement la fonction rand et indiquer un minimum et un maximum. Donc si je vais vouloir générer un chiffre entre 1 et 10, par exemple, et on va définir une valeur. De la même manière, je vais relancer cette action quand je clique sur mon bouton réinitialiser à cet endroit-là. Au lieu de passer par une méthode get, ici, on va passer par une méthode post, ce qui réglera un problème quand on clique sur le bouton réinitialiser, en fait. Si c'est passé en get, on ne va pouvoir le faire qu'une fois, et du coup, on est obligé de le faire ici en méthode post pour bien faire en sorte que l'information ne soit pas récoltée depuis l'URL, mais soit récoltée depuis la variable qui est postée. Voilà. Donc je passe en méthode post ici, et on a juste à changer à l'endroit où on mettait reinit, ici, on va juste passer en underscore post, et ici également. Voilà. Et donc là, on devrait avoir fini notre exercice, donc on va tester ça. Je reviens ici. Là, j'ai le chiffre 5. Si je clique sur initialiser, je passe au chiffre 2. Si je clique à nouveau, je passe au chiffre 5. Je reclique chiffre 10, etc. Et donc, on peut bien vérifier que notre programme fonctionne toujours. Si je mets 5, ça me dit que c'est plus grand. Si je mets 10, ça me dit que c'est plus petit. Si je mets 7, ça me dit que c'est bon. Voilà. Je réinitialise. On va tester chiffre 8. Ça me dit que c'est trop petit, donc il faut un chiffre plus grand. Si je mets 10, ça nous indique bien chiffre 10, c'est gagné. Donc c'est parfait. Il ne nous reste plus qu'à supprimer cet affichage qui nous aidait ici avec le 10 et c'était en fait ce écho à cet endroit-là. Donc on le supprime et on a terminé notre petit exercice. Dans cette vidéo, je vous propose de réaliser un nouvel exercice qui va consister à calculer une moyenne et on va devoir procéder par étapes puisque la première chose à saisir dans ce petit exercice sera à saisir le nombre de notes qui va composer notre moyenne. Donc on a un premier formulaire ici où on va saisir le nombre de notes qu'on souhaite, on va cliquer sur le bouton ajouter et ça va permettre de rajouter donc 4 champs ici pour saisir la moyenne. Si bien sûr j'en saisis 6 ici, on va se retrouver à avoir 6 champs, etc. Donc je vous invite déjà à commencer à faire cette petite étape-là. Et ensuite, une fois que vous avez réussi ça, vous faites en sorte de calculer la moyenne, donc en fonction des notes choisies, ici. Vous pouvez calculer la moyenne et ça affiche donc la moyenne des notes en fonction du nombre de notes qu'on a. Voilà, donc je vous invite à mettre sur pause la vidéo et à essayer de réaliser ce petit exercice. On attaque donc la correction et la première chose à faire, ça va être de réaliser un premier formulaire pour saisir le nombre de notes qu'on souhaite. Donc j'ai déjà rajouté dans le menu ici le bouton exercice 5, donc je vous invite à le faire et également à mettre le titre. Donc j'arrive moi dans Visual Studio ici, j'ai déjà fait ces deux actions. Et donc je vais déjà rajouter le formulaire, le premier formulaire, et pour ça je vais aller récupérer ce qu'on avait fait dans un précédent exercice pour gagner du temps. Donc je vais prendre celui-ci, je vais le rajouter, on va marquer saisir le nombre de notes, ou on va marquer combien de notes plutôt. Voilà. Et donc on va mettre NB comme name et comme ID. Voilà. Et on a le bouton submit. Une fois qu'on a fait ça, on va également récupérer la partie PHP, celle où on teste à chaque fois si le champ est saisi ou non, et avec notre petit message qui indique de saisir une valeur si on n'en a saisi aucune. Alors par contre, il faut mettre la balise PHP, comme ceci. On remet ça, on va supprimer ce qu'il y a au milieu, ça évitera de faire perdre du temps. Ici, il faut vérifier que c'est bien NB qui est sélectionné. Voilà, enfin qui est rempli, comme ceci. Et donc on va actualiser, on va vérifier qu'on a bien déjà cette première étape. Donc on a bien combien de notes, on peut saisir le nombre de notes. On est en méthode post. Et donc, pour le moment, rien ne se passe, puisque c'est normal, nous n'avons rien fait. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire en sorte de générer 5 champs, 5 inputs de type number quand on a cliqué sur le bouton valider. Donc on va aller vérifier, on va récupérer déjà le nombre de notes qu'on retrouve dans NB. Donc ça, on va le mettre dans une variable qu'on va appeler NBNote, ici.
On va mettre un S, voilà. Et on met ce nombre-là. Maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est générer ces inputs. Et pour ce faire, on va devoir utiliser une boucle for pour générer le nombre d'inputs en fonction du nombre de notes qu'on a choisi auparavant. On va faire ça en faisant var, pardon, on n'est pas en JavaScript. I égale 0, égale à 1, on va commencer à 1. I inférieur ou égal à nombre de notes. Et on va augmenter de 1 à chaque fois. Et ce qu'il va falloir faire à l'intérieur, donc c'est générer des inputs. Donc pour générer des inputs, on va faire comme d'habitude. Donc c'est-à-dire, on peut même, pour aller plus vite, sélectionner ce qu'on a au-dessus, ici. Donc on va générer ceci. Et on va le mettre dans un echo. Voilà, donc il y a plusieurs possibilités. Soit vous le mettez dans un echo comme je le fais là, et ça va générer à partir du PHP. Soit vous fermez la balise PHP ici, et vous le faites directement en HTML. Moi, j'aime pas trop cette méthode-là, je préfère le mettre en PHP ici. Mais c'est vraiment suivant vos préférences. Alors le seul problème qu'on va avoir, comme vous voyez ici, quand je mets un echo avec des guillemets, c'est qu'on a déjà des guillemets à l'intérieur. Donc soit vous passez ici par des simples quotes pour encadrer le tout, mais également si vous, par exemple, vous aviez un texte ici, C, en admettant ici on avait C, voilà, le problème, il se retrouve aussi également à ce niveau-là. Donc ce qu'on est capable de faire, par contre, je vous en avais déjà parlé dans une précédente vidéo, c'est d'échapper un caractère en mettant un backslash devant. Donc c'est ce que je vais faire là. Je vais mettre des backslash devant les guillemets et je vais rester sur les guillemets. Comme ceci. Et ici, je vais faire la même chose, un echo, du input, et on va faire des backslash devant. Donc il y a plusieurs possibilités, vous le faites comme vous le sentez. En tout cas, celle que je fais moi fonctionne bien. Voilà, et on a un BR à la fin. Donc une fois qu'on a fait ça, on va avoir généré donc un nombre d'inputs en fonction du nombre de notes. On va tester ça directement. Donc je vais réactualiser, voilà, j'ai marqué 5. Et on se retrouve bien à avoir 5 inputs. On va changer le nom d'ailleurs ici. On va pas mettre combien de notes, on va marquer tout simplement notes. Et on va rajouter un ID de notes. On va marquer notes. On va fermer ici notre champ de texte. Et on va le concaténer avec la variable i. Tout simplement. Et on va réactualiser, on va voir ce que ça donne. On se retrouve bien à avoir note 1, note 2, etc. Donc on va faire la même chose au niveau du name et de l'id ici. On va devoir utiliser la note et mettre le chiffre en question. Donc on va concaténer, donc on va fermer ici. Et on va concaténer avec i, comme ça on aura note 1, note 2, etc. Donc ça sera parfait. Alors je vais enlever l'espace par contre, voilà. Et ça, on va le mettre dans l'id également, et on va le mettre également dans le label for, à cet endroit-là. Comme ceci. Voilà, donc ici, ça ne changera rien au niveau de l'affichage, mais c'est important de le faire. Maintenant, on a fait des inputs. Ici, par contre, on n'a pas fait de formulaire. Donc on va générer un formulaire, et on va le générer avec une méthode post. Donc on va faire de la même manière que précédemment. On va générer le formulaire ici, on va faire des backslash pour échapper les guillemets. Comme ceci, et on va fermer notre formulaire à la fin, après la boucle for. On va encadrer également les champs, les inputs ici, d'un fil set, pour que ça soit moins moche, enfin en tout cas pour que qu'on puisse bien le visualiser, ce formulaire. Donc on met un fil set, et on va y mettre une légende aussi, dedans. Donc on va mettre ici la balise légende, on va marquer moyenne ici, et on va fermer cette balise légende. Il nous reste à rajouter le bouton pour valider ce formulaire. Donc on le rajoute également, on va écrire calculer, et on va faire comme toujours des backslash pour échapper des guillemets ici. Donc on se retrouve à normalement avoir fini notre formulaire. Donc je réactualise, voilà. Donc on se retrouve à avoir le fil set, donc c'est-à-dire l'encadrement ici, le titre du fil set, la balise légende, et derrière nos notes avec le bouton calculer. Donc maintenant, si je calcule sur le bouton calculer ici, j'ai rajouté le champ required ici qui permet de rendre obligatoire les chiffres. Du coup, ça m'oblige ici de saisir toutes les valeurs. Si je ne le fais pas, voilà, ça me dit qu'il faut que je les saisisse. Donc je l'avais fait en off, donc n'hésitez pas à le rajouter. Voilà. Et donc quand vous avez saisi toutes les notes et que vous cliquez sur valider, on veut que ça affiche la moyenne.
Donc pour ça, on va retourner dans le code ici. Je vois d'ailleurs que j'ai oublié de fermer le fil 7, donc on va le fermer. Donc juste avant de fermer le form ici. D'ailleurs, le form non plus n'est pas bien fermé puisque j'ai oublié le backslash devant. Donc voilà, je corrige. Donc j'ai fermé le fil 7 et le form. Et une fois qu'on a fait ce formulaire et qu'on a saisi les valeurs, on va tester si on a au moins une note de saisie. Donc c'est-à-dire si note 1 est saisie. Donc on va faire un i7 comme on le faisait précédemment ici. Et je vais tester si on a note de 1. Et si c'est le cas, donc ça veut bien dire qu'on aura fait cette étape-là de saisir les notes. Dans ce cas-là, on va déjà faire un écho calcul où la moyenne est. Donc on va marquer juste ça pour le moment. On va vérifier qu'on rentre bien à cet endroit-là. Donc j'aime bien procéder par étapes. Par contre, j'ai oublié une parenthèse ici. Voilà. Donc je vérifie ça. Je vais relancer. Je reviens ici. On va mettre 3 notes. Je vais mettre 3 notes ici. Je clique sur calculer et on a un petit souci. Alors oui, c'est normal qu'on ait un petit souci parce qu'en fait, vu qu'on passe en méthode post ici, quand je soumets le deuxième formulaire, NB n'est plus rempli. Et donc, je ne rentre plus là-dedans. Donc, il y a deux possibilités. Soit je mets mon I7, enfin, je mets la partie ici de calcul de la moyenne à l'extérieur. Mais dans ce cas-là, je perdrai mes champs si je veux ressaisir d'autres notes. Donc, c'est une possibilité. Mais ce que je vais plutôt faire, moi, c'est ici passer en méthode get. Ce qui va me permettre de conserver mes champs. Donc c'est un petit peu la même problématique qu'on a vu dans la précédente vidéo où je passais de get à post. Là, je fais l'inverse. Je passe de post à get pour vraiment garder cette valeur-là entre les différentes validations de formulaire. Voilà. Donc je passe sur la méthode get ici. On va juste changer ici en mettant $get, _get. Ici aussi. Et ici. Voilà. Donc là, on devrait garder les valeurs et ça devrait éviter d'avoir ce petit souci qu'on avait. Donc je vais mettre 3. Ici, on va mettre 2, 3, 4. Si je clique sur calculer, voilà. Donc on se retrouve bien à avoir la moyenne et je conserve mes champs ici parce qu'en fait, mon URL n'a pas changé comme vous pouvez voir. On reste sur NB égale 3. Vu que quand je poste, je rappelle la même page avec les mêmes valeurs dans le get ici. Donc c'est pour ça que je passe sur cette méthode get à cet endroit-là. On va donc calculer la moyenne et pour ce faire, rien de bien compliqué, on va déclarer une variable res qu'on va positionner à 0 et on va devoir boucler sur le nombre de notes comme on avait fait précédemment sur les inputs ici. Donc on va faire la même chose, on va boucler et on va tout simplement additionner à res en faisant plus égal et on va mettre chacune des valeurs qu'on aura saisies dans les inputs. Donc ici ça va être $post de note point $i. Donc ici, on aura le premier coup note 1, note 2, etc. Et donc, on va l'additionner à res. Pour afficher la moyenne, on va faire un écho, la moyenne et 2 points. On va concaténer avec le résultat de $res divisé par le nombre de notes. Comme ceci. Et là, normalement, si tout se passe bien, ça devrait fonctionner. Donc, on va tester simplement en mettant 3 notes. Donc, je vais mettre 5, 10 et 15. La moyenne devrait être 10. Voilà, donc c'est bien le cas. On va essayer avec 5 notes. On valide. Donc ici, on va mettre 5, 10, 15, 20 et 25. Et là, la moyenne devrait être 15. Voilà, donc c'est bien le cas. Donc ça fonctionne bien et on a fini ce petit exercice. Je vous propose un nouvel exercice permettant d'utiliser une liste déroulante pour afficher un personnage. Donc on va avoir deux images, une première image d'un personnage masculin et une image d'un personnage féminin. Donc vous pourrez les récupérer sur le site de Kene si vous voulez ou vous les aurez attachés à ma vidéo. Donc vous pouvez essayer de faire ce petit exercice par vous-même en mettant sur pause la vidéo ou attendre de le faire avec moi puisqu'on n'a pas encore vu les listes déroulantes. N'hésitez pas à rechercher sur internet comment réaliser une liste déroulante en HTML. Donc de retour dans Visual Studio Code, ici j'ai généré donc mon fichier exo6.php que j'ai inclus dans mon menu, donc ça je ne le montre plus maintenant, ça devrait être clair pour vous. J'ai intégré deux images dans mes sources, ici, source IMG, donc j'ai le player féminin et le player masculin ici. Et donc j'ai repris un formulaire, comme vous pouvez voir, donc là j'ai juste l'input, le bouton pour valider. Si j'actualise, on va se retrouver à avoir seulement le bouton valider. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va générer donc une liste déroulante. Et pour ce faire, on va utiliser la balise select qu'on n'a pas encore vue jusque-là. Et on va mettre un name et un ID comme précédemment.
À l'intérieur de cette balise select, on va pouvoir générer des options. Donc on va écrire option ici. Et on va mettre une valeur. Donc la valeur, c'est ce qu'on va récupérer ensuite dans $post de perso. Donc ici, je l'ai déjà noté. Hein. Ça, c'est la partie PHP, pareil que j'ai dupliqué, comme je le fais sur chacun des exercices. Donc ça, vous pouvez le faire très rapidement également. Et donc, on va pouvoir récupérer dans $_post de perso, on va récupérer la value ici. Donc, on va récupérer homme pour la première option et on va récupérer femme dans la deuxième option. Et ici, on va pouvoir écrire, donc ça, c'est ce qui va apparaître dans notre liste déroulante visuellement. On va afficher homme et femme. Donc, en faisant ça, directement, on va avoir notre liste déroulante qui apparaît. Voilà, homme et femme. On va juste rajouter un label fort juste avant, donc comme on le fait d'habitude, et on va mettre perso à l'intérieur. Voilà, et on va écrire personnage, tout simplement. Je vais mettre un BR pour que le bouton revienne à la ligne, et je vais actualiser ici. Donc on a bien personnage, la liste déroulante, et maintenant ce qu'on voudrait, c'est que quand on clique sur le bouton valider, en fonction de la valeur de la liste déroulante, on soit capable d'afficher une image ou une autre. Donc pour ce faire, comme je vous l'ai dit, on va récupérer la valeur de $_post perso et ce sera la value ici. Donc on va tout simplement tester if $post de perso est égal à homme. Dans ce cas-là, on va faire des actions. Et sinon, si on est dans le cas de la femme, on va faire un else if. Alors je fais un else if au cas où on a envie de gérer plusieurs types de personnages. Hein, donc c'est pas obligatoire, mais ici je le fais comme ça. Et je mets else if de $post de perso égale femme. Et on va tout simplement générer une image à cet endroit-là. Donc on va faire un echo de img, src pour le chemin. Alors je fais attention avec les guillemets ici. Et on va mettre un alt. Donc ça me permet également de parler un petit peu de cet attribut-là. L'attribut alt permet d'afficher tout simplement un texte quand l'image n'est pas trouvée. Donc c'est pour ça que je le rajoute ici. Et on va aller chercher notre première image du personnage masculin, donc qui se retrouve dans source /image /player.png. Donc je vais marquer une bêtise juste pour vous montrer ici. Donc je vais marquer player homme tout simplement et on va afficher ça juste pour vous montrer qu'on va se retrouver à avoir tout simplement le alt qui s'affiche. Voilà. Au lieu d'avoir l'image, on a le alt qui s'affiche. Donc c'est important d'écrire une valeur dans ce alt. Donc je vais corriger ça ici. On va mettre player.png. Et si je réactualise, on devrait avoir voilà, notre personnage masculin qui s'affiche. Et on va faire exactement la même chose pour le personnage féminin à cet endroit-là. Donc player F, je l'ai appelé. Et on va marquer player femme, tout simplement. On actualise. Je teste en cliquant sur femme. Voilà. Donc on est bien capable de choisir un personnage dans une liste déroulante et de réaliser des actions en fonction de notre sélection. Dans ce nouvel exercice, nous allons travailler sur les tableaux. Et la première étape va consister à définir un tableau d'entier en PHP. Donc j'ai inscrit les valeurs ici. Donc on va les utiliser. Et nous allons ensuite réaliser une fonction qui va permettre de vérifier si un tableau passé en paramètres ne contient que des valeurs paires ou non. Et bien sûr, on affichera un message à l'utilisateur pour indiquer si le tableau ne contient que des valeurs paires ou non. Donc je vous invite à mettre sur pause la vidéo et à réaliser ce petit exercice. De retour dans Visual Studio Code, on va commencer par créer un tableau en PHP et on va le mettre dans une variable qu'on va appeler tab par exemple. Et je vais y inscrire des valeurs entières. Donc je vais en mettre plusieurs. Voilà, donc on va s'arrêter là-dessus. Donc là, comme vous pouvez voir, j'ai inscrit une valeur impaire dans notre tableau et on va tout simplement réaliser une fonction qui va vérifier si un tableau passé en paramètres contient que des valeurs paires ou non. Donc on va créer une fonction directement et on va l'appeler check valeur paire ou check tableau paire plutôt. Check tableau. Allez, on va partir sur ça et on va lui faire passer un tableau en paramètres. Donc ici, je vais mettre tableau tout simplement. Et on va déjà appeler cette fonction. Donc on va le mettre ici. On va faire check tableau. Et on va envoyer notre tableau qui s'appelle tab ici. Donc dans notre fonction, on va se retrouver à avoir ce tableau-là qui aura pour nom $tableau. Avant de coder ma fonction ici, je peux déjà coder la fin de mon main.
Et ce que je vais faire, c'est que notre fonction checkTableau va retourner un booléen. Il va retourner soit la valeur true, soit la valeur false. Donc si la fonction renvoie true, ça voudra dire que le tableau ne contient que des valeurs paires. Et si la fonction renvoie false, ça voudra dire que le tableau ne contient pas que des valeurs paires. Donc on peut tester directement if checkTableau ici. Donc si c'est sous-entendu triple égal à true, donc ça c'est inutile à le mettre. Vous pouvez l'écrire si ça vous aide, mais c'est inutile, donc moi je vais l'enlever. Voilà, donc si ça c'est pair, donc en fait si ça c'est true, donc ça veut bien dire que on n'aura que des valeurs paires dedans. On va afficher echo le tableau ne contient que des valeurs paires. Et si c'est pas le cas, on va afficher, donc on va rentrer dans le else ici, donc ça voudra dire que la fonction aura renvoyé false. Dans ce cas-là, on va afficher le tableau contient des valeurs impaires. Contient des valeurs impaires. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre juste avant d'afficher ça un H2, un titre, tout simplement. Et on va mettre un résultat, comme ceci. Et l'avantage d'avoir déjà codé ça, avant même de coder la fonction, c'est que je peux tester ici. Donc sans même savoir ce que fait ma fonction, je peux vérifier qu'on rentre bien dans mes deux cas. Donc je vais aller tester ça directement. Et là, j'ai le tableau ne contient que des valeurs paires, donc parce que j'ai renvoyé true. Et si ici je renvoie false, je vais pouvoir vérifier qu'on a bien l'autre message. Donc ça fonctionne bien à ce niveau-là. Donc maintenant, il me reste à coder le cœur de cette fonction-là. Donc c'est renvoyer true ou false en fonction du tableau. Donc on va devoir parcourir chacune des valeurs de notre tableau. Et pour ça, on va devoir utiliser un for à cet endroit-là. Donc on va faire un for, une boucle, qui va partir d'un compteur égal à 0, parce que je vous rappelle qu'un tableau, le premier élément est à l'indice 0. On va s'arrêter à la taille du tableau moins 1, en écrivant count de tableau, donc tableau qui est ici, comme ceci. Donc, vu que j'ai marqué un inférieur, un strictement inférieur, ici, j'ai pas besoin de marquer moins 1. Par contre, si j'écris inférieur ou égal, ici, il faut rajouter moins 1 après. Donc, je vais l'écrire comme ceci, peu importe. Et ensuite, on va incrémenter i de 1 à chaque fois. Une fois qu'on a fait ça, on va tout simplement vérifier si l'élément à la case du tableau est pair ou non. Donc, pour ça, on va utiliser donc $tableau ici, et on va aller chercher l'élément en question. Donc le premier élément est à l'indice 0, le deuxième à l'indice 1, etc. Donc ça, cette valeur-là, qui change à chaque fois, c'est bien notre i. Donc c'est pourquoi ici, je mets $tableau de $i. Donc je vais vérifier si cette valeur-là est paire. Et pour vérifier si c'est paire, on peut utiliser le modulo. Le modulo qui permet donc de vérifier si un nombre est divisible par un autre. Donc ici, je vérifie si tableau est divisible par 2. Et si c'est le cas, le résultat de du modulo est égal à 0. Donc si ce n'est pas le cas, on aura donc autre chose que 0 ici, on aura un reste de 1. Le modulo, ça affiche en fait le reste, ça donne le reste de la division. Donc là ici, si on a différent de 0, donc c'est bien ça, on veut vérifier si l'élément à la case du tableau n'est pas pair, donc c'est bien ce que j'ai écrit là, donc ça veut dire que le reste est différent de 0. Dans ce cas-là, on va return true. Et en faisant ça directement, en faisant ce return true, on va sortir du for, puisqu'on va en fait sortir de la fonction. Donc directement, on s'arrêtera dès qu'on sera arrivé à un élément qui n'est pas pair, tout simplement. Donc c'est-à-dire qu'ici, si on fait les étapes de notre for ici sur notre tableau, on va checker le premier élément, il va vérifier si c'est pair, la réponse est oui, donc il va continuer, il revient dans la boucle. Deuxième élément, il est pair, il reboucle, il revient. Troisième élément, c'est pair. De la même manière, il continue. Il arrive sur le quatrième élément. Il voit que c'est un pair. Il rentre dans ce if ici. Et il fait un return true. En faisant ce return true, il va sortir du for. Il va sortir de la fonction. Et directement, ici, on aura la valeur true. Alors, en l'occurrence, je me suis trompé. Il faudrait plutôt que je renvoie false que true. Et ici, marquer l'inverse. Donc j'aurai la valeur false, et donc je saurai ici que mon tableau ne contient pas que des valeurs paires. Voilà, donc ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est qu'en faisant ce return ici, je sors de tout. Je sors du for et je sors de la fonction. Et donc, si je ne suis jamais rentré dans ce if ici, c'est-à-dire que mon tableau ne contient que des valeurs paires, dans ce cas-là, je ferai un return true. C'est bien pour ça que j'ai écrit à l'extérieur de mon for un return true,
pour dire, ben voilà, j'ai parcouru tout mon tableau, je n'ai pas trouvé de valeur impaire. Dans ce cas-là, j'ai fini mes actions et je peux retourner true. Donc c'est-à-dire, j'ai retourné le fait que mon tableau ne contenait que des valeurs paires. Donc refaites-vous bien la trace un petit peu de cette fonction-là, qui est très intéressante à analyser. Donc regardez-la bien. Et donc là, on a directement terminé notre programme, il ne reste plus qu'à tester ça, et on devrait directement avoir le résultat. Donc là, on peut voir que le tableau contient des valeurs impaires, et si je change le 5 en 6, par exemple, on devrait avoir, voilà, le tableau ne contient que des valeurs paires. Donc on peut tester sur plusieurs valeurs, ici je mets 25, là on devrait retrouver, voilà, contient des valeurs impaires, etc. Donc notre fonction est bonne, et on a fini notre petit programme. Dans ce nouvel exercice, nous allons utiliser les compétences que nous avons pratiquées dans les deux précédents, à savoir les listes déroulantes et les tableaux. Vous avez donc une liste déroulante avec 3 personnages. Donc on avait fait ça dans l'exercice 6. Vous n'hésitez pas à le reprendre et j'ai pris un autre personnage supplémentaire, comme ceci. Et une fois qu'on sélectionne le personnage, nous avons les informations du personnage qui s'affichent à l'écran. Donc pour réaliser cet exercice, je vous conseille de passer par 3 tableaux. Un tableau par personnage qui contiendra donc les informations de chaque personnage. N'hésitez pas à rajouter également un bouton pour soumettre le formulaire puisqu'on n'a pas encore vu comment réaliser l'envoi du formulaire au changement d'une liste de valeurs. Donc on voit ça dans la vidéo. Je vous invite à mettre sur pause cette vidéo et à essayer de réaliser cet exercice. De retour dans Visual Studio Code, je suis reparti de l'exercice 6 où j'ai dupliqué tout simplement le code qu'on avait fait précédemment et on se retrouve bien à avoir ce qu'on avait dans l'exercice 6, c'est-à-dire à saisir dans une liste de valeurs un personnage et tout simplement à l'afficher derrière. Donc la première chose qu'on va faire, c'est créer un tableau de valeurs ici, et donc, enfin je vais en créer même d'ailleurs 3, et je vais y mettre à l'intérieur les informations de nos personnages. Donc ici on va mettre un nom, on va mettre un âge, on va mettre un booléen pour savoir si c'est un homme ou une femme, on va mettre une force et une agilité, comme ceci. Donc on renseigne ces valeurs-là et on va faire pour 3 personnages. Donc je vais y mettre ici 22. Alors, on va mettre Cathy. Vous mettez ce que vous voulez, hein, ça c'est peu importe. C'est pas très important. Voilà. Et ici, je vais y mettre comme ceci. Marc et 33. Voilà, donc on a défini nos 3 personnages. Alors par contre, il faut mettre P1, P2 et P3. Et la première chose que j'aimerais faire, donc pour le moment, forcément, on n'a rien à l'écran, hein, ça n'a pas changé. Je vais déjà rajouter mon 3e personnage. Et pour ce faire, on va rajouter une option ici. Et on va l'appeler P3. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va renommer les valeurs. Ici, on va mettre P2, P1 et P3. Comme ceci. Et on va mettre le nom des personnages. Le premier, on va mettre Luc, Cathy. Et on va mettre Marc à l'intérieur. Donc là, forcément, si j'actualise, ça ne fonctionne plus. Donc on va apporter les modifications. Ici, on va mettre P1. On va mettre P2 ici. Et on va faire la même chose pour le 3e personnage. Donc ici, on met P3. Et alors, j'ai rajouté une image pour le 3e personnage. Donc vous pouvez récupérer les images directement dans ma vidéo. Vous les avez ici. Voilà, donc le dernier, c'est Player M, que je l'ai appelé. Comme ceci. Et on va mettre Player Marc. Le premier, on va mettre Player Luc. Et le deuxième, Player Cathy pour le Alt. Donc on va vérifier que ça fonctionne bien, cet endroit-là. Donc on a Luc, ici on a Cathy, et on a Marc. Alors les images par contre ne s'affichent plus. Alors j'ai juste oublié ici de mettre en minuscule le P. Donc on le fait comme ceci, sinon ça ne fonctionne pas. Je vais actualiser et on va vérifier que ça fonctionne bien. Si je mets Cathy, donc j'ai l'image de Cathy. Si je mets Marc, j'ai bien l'image de Marc. Parfait. Et donc ce que j'aimerais maintenant, c'est que quand je choisis un personnage ici, donc vous voyez, je mets Cathy, je valide. J'aimerais que dans la liste déroulante, on ait Cathy de sélectionner. Donc pour faire ça, on va pouvoir le rajouter très simplement. C'est à l'intérieur ici de nos options. Il va falloir tester en PHP. Donc c'est pour ça que je vais ouvrir une balise PHP ici. Donc c'est bien avant le chaudron fermant, comme vous pouvez le voir ici, de la balise option. Je vais tout simplement faire un if ici et je vais vérifier la valeur de poste perso à cet endroit-là. Donc je vais faire comme ceci, if poste de perso triple égal P1. Et je vais rajouter d'ailleurs un i7 pour m'assurer que la valeur
est bien saisi, parce que le premier coup, on n'aura pas de valeur pour $post de perso, et il y aura un problème à cet endroit-là. Donc on va se le rajouter, comme ceci. On va mettre un triple égal post de perso de P1. Voilà. Et donc si c'est le cas, on va tout simplement rajouter un echo selected. Tout simplement. Et cette chose-là, on va pouvoir la dupliquer sur l'ensemble de nos options. On va juste changer, par contre ici ce sera P2. Et ici ce sera P3. Et donc là, normalement, on devrait retrouver la valeur une fois qu'on a saisi. Donc là, j'ai marqué Cathy. Vous voyez, quand j'ai soumis, maintenant, je conserve bien la valeur en question. Donc ça, c'est pas mal. Maintenant, ce que j'aimerais, c'est supprimer le bouton valider ici qui ne sert à rien. Et pour ce faire, on va pouvoir tout simplement mettre dans le select ici, utiliser le onChange. Donc c'est-à-dire, dès que je vais apporter une modification, je vais réaliser une action. Donc ici, je peux lancer une fonction JavaScript que je veux. En l'occurrence, ce que je veux, moi, c'est soumettre mon formulaire. Et pour ça, je peux tout simplement écrire submit à cet endroit-là. Et donc, je vais actualiser. Et on va aller vérifier que quand je change de valeur, ici, on a directement, voilà, on a directement le changement. Donc le bouton valider, maintenant, ne sert plus à rien. Donc on va tout simplement le supprimer. Voilà. Maintenant, ce que j'aimerais, c'est tout simplement rajouter à côté de mon personnage les informations contenues dans le tableau. Donc pour ça, il va falloir dire d'afficher un message, d'afficher les informations à droite du personnage. Et on va devoir définir les éléments du personnage, enfin l'image, plus les éléments en tant que des éléments flottants. Sinon, on aura les éléments qui vont s'afficher en dessous du personnage. Et c'est pas ce qu'on veut. Donc pour ce faire, on va tout simplement rajouter une classe CSS. Enfin, on va même en rajouter deux. Donc je reviens dans mon CSS ici. Alors je les avais déjà mises. Donc vous les avez là. Il faut rajouter la classe gauche ici qui va mettre tout simplement float left. Donc c'est-à-dire qu'on va rendre les éléments flottants dans notre page. Et vous allez voir ce que ça fait. Et donc clear boss, c'est en fait ici pour rectifier le flux. Vu qu'en faisant un float left, ici on va casser le flux standard, qui est le fait d'avoir des balises blocs, tout simplement qui se mettent l'un en dessous de l'autre. Donc en faisant un float left, on casse le flux standard. Et en faisant un clear boss, on va rectifier le flux. Donc on va faire ça. Et je vais tout simplement pouvoir définir, donc à cet endroit-là, donc dans le cas où on est dans P1, ici, on va faire un echo. Donc je vais créer un div qui va contenir justement cette classe gauche. Donc je vais utiliser les simples quotes comme ceci pour que ça soit plus simple. Et je vais mettre un point virgule. Je vais faire la même chose. Alors, par contre, j'aimerais rectifier ici les indentations. Voilà. Et je vais tout simplement le fermer, ce div, à la fin, ici. Voilà. Donc ça, c'est la première étape. On a défini les éléments flottants sur la gauche. On va pouvoir faire exactement la même chose sur le deuxième élément. Donc c'est-à-dire sur les informations de notre personnage qui vont flotter à côté de l'image. Donc c'est ce que je fais ici. Et une fois que j'ai fait ça, je peux rectifier le flux en faisant le clear boss comme ce que j'ai mis là. Donc je vais le faire, et je vais d'ailleurs aller l'écrire tout en bas, puisqu'on le fera dans les trois cas. Ici, on va refaire exactement la même chose. Donc je vais le mettre en fait directement à la fin de tout ce if. Et je vais faire un clear B, je crois que je l'ai appelé. Ouais, c'est ça, clear B, comme ceci. Donc vous pouvez tester en ne le mettant pas, et si vous mettez des informations en dessous, ça va faire des choses un peu bizarres. Donc ici, on rectifie le flux en faisant comme ceci. Donc, et en fait, dans cette partie gauche ici, dans cette deuxième partie gauche, on va tout simplement écrire pour le moment, écrire coucou, et on verra pour écrire les informations après. Je vais actualiser, on va remettre le premier personnage, donc Luc, ici. D'ailleurs, ça me fait voir que on n'a pas les informations de notre personnage qui sont mises de base, alors que ça devrait être le cas, donc comme ça on pourra le régler après. Donc là, on se retrouve bien à avoir notre personnage et le message coucou juste après. Donc si je ne mets pas la balise, enfin la classe gauche ici, vous allez voir que les informations vont apparaître en dessous. Voilà, donc on a bien les informations en dessous. Donc moi, vu que je les veux à côté, j'utilise tout simplement les éléments flottants avec le float left, et l'élément vient se placer à gauche de celui-ci, donc de l'image. Donc maintenant, ce que j'aimerais, je vais rajouter d'ailleurs un titre. Ici, je vais mettre un H2, donc on va le mettre là, pour bien voir ce qu'on fait. Personnage, je vais fermer le H2. Je vais actualiser et on va regarder. Voilà, donc on a personnage comme ceci.
Donc maintenant, ce qu'on aimerait, c'est afficher les informations de notre personnage. Et pour ce faire, on va pouvoir utiliser une fonction. Donc ici, je vais créer une fonction que je vais appeler afficher perso. Et je vais lui faire passer les informations de mon personnage. Donc vu qu'ici, on est dans P1, je vais lui faire passer le tableau P1 à cette fonction. Donc je fais passer P1. Maintenant, il me reste à coder cette fonction. Donc on va aller la coder tout en bas ici. On peut la mettre, la fonction où on veut. Pardon, c'est pas public. C'est function. Et on va l'appeler donc afficher perso. Et ça va prendre en paramètre un personnage. Donc je vais l'appeler personnage. Il nous reste donc dans cette fonction à réaliser l'affichage. Et on peut faire ça très simplement en écrivant echo nom de point. On va concaténer avec la valeur de personnage en mettant, alors on l'a appelé personnage, pardon, ici, et on va aller chercher la première case qui contient bien le nom. Ici, c'est bien le nom qu'on a dans la première case. Donc c'est ce que j'affiche ici. Ensuite, et on va mettre un BR pour sauter une ligne, pour avoir un affichage correct. Mettre ce BR. Et je vais d'ailleurs mettre, bon non, on va laisser comme ça. Voilà, et on va faire la même chose pour toutes les valeurs. Donc là, on en a 2, 3, 4, 5. Donc là, on a 5. On va faire comme ceci. Et je vais mettre 1, 2, 3, 4. Et on va mettre l'âge. Ici, ce sera le sexe. Alors par contre, il va falloir faire une petite chose sur le sexe. On va le faire juste après. On va mettre force et agilité. En faisant ça, on va se retrouver à avoir directement terminé, enfin plus ou moins terminé, notre petit programme, puisqu'on va bien se retrouver à avoir toutes les informations. Bon, le sexe ici, on va afficher autre chose que 1. Donc on va tout simplement tester ici. Donc je vais faire un if. Donc $personnage de 2 est égal. Enfin, je peux d'ailleurs écrire ça directement, puisque ça, si c'est true, je vais faire des actions. Donc je vais faire echo. En fait, je vais faire ce echo là en mettant directement homme ici. Voilà. Donc j'ai pas besoin de concaténer avec quoi que ce soit. On peut faire comme ceci. Et si c'est pas le cas, donc on va mettre dans le else, on va afficher femme. Alors encore une fois, ici, vous n'êtes pas obligé de rajouter triple égal true, mais si ça vous aide, vous pouvez le faire. C'est exactement la même chose. Donc là, je ne le fais pas, parce que si vous ne le mettez pas, de base, ici, ça considère est-ce que c'est vrai. Puisque ce qui est testé dans un if, c'est toujours une expression booléenne. Donc est-ce que ici, c'est vrai? En l'occurrence, c'est le cas. Donc là, on aura sexe homme, tout simplement. Donc je vais actualiser et on devrait avoir ce petit résultat qui est bon. Voilà, homme. Maintenant, il reste à faire la même chose pour les autres personnages. Et vu qu'on a fait une fonction, ça va être très rapide de faire la même chose. Je vais tout simplement dupliquer tout ce que j'ai mis là. Je vais le mettre à l'intérieur. Alors par contre, ouais, sur l'image. Alors, je vais d'abord mettre ce écho là pour juste l'image, qu'il apparaisse à gauche du texte. Et je vais dupliquer en fait les autres informations ici. Alors, on a une indentation qui ne va pas. Voilà. Ici, pareil. Et je vais remplacer tout simplement P2, enfin P1 par P2 et P3 à ces endroits-là. Et directement, on devrait avoir terminé notre petit programme. Voilà, donc on a les informations de Cathy, ici les informations de Marc. Donc vous voyez sexe, femme, etc. Donc avant de se quitter, ce que j'aimerais, c'est corriger le petit souci qu'on a là, c'est quand on lance la page, ici on se retrouve à avoir notre personnage qui n'est pas affiché alors qu'il est présélectionné. Donc on va tout simplement supprimer le i7 qu'on avait là, et on va même supprimer ce qui est en bas, l'affichage du message qui ne sert plus à rien. Donc je vais le supprimer à cet endroit-là. Et je vais désindenter ça. Et par contre, ce qu'on va faire, c'est tester si $post de perso n'est pas saisi. On va tout simplement afficher P1. Donc ici, je rajoute non i7 de $post de perso. Et je rajoute ce et, ce ou d'ailleurs, c'est plutôt. Et donc là, directement, on devrait avoir notre personnage qui s'affiche. Voilà. Donc si j'actualise ma page, comme vous pouvez voir, directement on a le personnage qui s'affiche bien. Dans cette vidéo, nous allons repartir du précédent exercice et modifier les tableaux que nous avions créés pour utiliser des tableaux associatifs. En effet, pour le moment, chaque case du tableau contient une valeur, mais nous n'avons pas défini de clé, et il n'est donc pas facile d'utiliser le tableau comme vous avez pu le voir dans la précédente vidéo. On va également utiliser une boucle for each pour afficher les informations des personnages. Je vous invite donc à mettre sur pause la vidéo et à essayer de réaliser ce petit exercice. De retour dans Visual Studio Code, la première chose que nous allons réaliser, c'est de transformer les tableaux en tableaux associatifs
Et on va commencer par le premier et on va mettre sur plusieurs lignes pour bien voir les informations. Donc on va avoir une première clé pour le premier champ qui correspondra au nom. Le deuxième, on aura l'âge, comme ceci. On va mettre le sexe. Et pour le moment, je vais le transformer en chaîne de caractères. On verra dans le prochain exercice comment faire différemment. Donc ici, je vais transformer en chaîne. Voilà, on met homme. Ensuite, on va mettre la force. Voilà, avec une flèche. Et enfin, on va mettre l'agilité. Alors, je vais pas mettre d'accent ici, c'est pas grave. Voilà, donc on va dupliquer ça pour tous nos personnages. Donc je vais le mettre ici pour le deuxième et le troisième. On va dupliquer comme ça et on va faire les modifications très rapidement. Alors là, on va mettre femme, 3 et 6 pour ce deuxième personnage. Et le dernier, on va avoir Marc, 33, homme, 7 et 2. Voilà, donc là on est passé maintenant par un tableau associatif et il va falloir apporter les modifications nécessaires dans notre code ici. Les modifications à apporter sont à faire dans la fonction afficher personnage ici. Donc on envoie bien notre tableau associatif à cette fonction et il va falloir afficher les informations en fonction de ces tableaux associatifs. Donc tout d'abord le nom ici on pourrait écrire, alors je peux le faire comme ceci, en mettant nom, on va marquer âge ici, etc. Donc ça va bien fonctionner d'ailleurs si j'actualise. Ah, peut-être que ça marche pas, on va voir, il y a peut-être un petit souci quand même. Voilà, bon, on le voit pour les deux premiers champs ici, ça fonctionne bien, on a bien les informations et on l'aura pour tous les personnages. Donc je peux le faire comme ceci, sauf que maintenant ce que j'aimerais c'est utiliser une fonction for each, enfin une boucle for each pour justement afficher toutes ces informations. Donc ça, je vais le mettre en commentaire pour le moment. Et on va essayer de parcourir notre tableau associatif grâce à une boucle for each. Et pour ça, on va écrire donc, for each, entre parenthèses, on va mettre notre tableau. Et à chaque tour de boucle, on va inscrire l'information dans une variable. Donc on va mettre déjà, alors je vais mettre, la valeur va se trouver dans value ici. On aurait pu écrire valeur d'ailleurs, peu importe. Et ici, je peux afficher les informations, par exemple, on va écrire value tout simplement pour le moment. Donc si je fais ça, ça va bien fonctionner, on va avoir toutes les informations qui vont s'afficher. Voilà, bon, elles apparaissent en ligne, on peut rajouter d'ailleurs un BR pour que ça s'affiche mieux. On va le faire. Et on va actualiser. Donc là, on a bien les informations, par contre, on n'a pas la clé. Et si on veut pouvoir rajouter la clé, si vous vous rappelez ici, il faut tout simplement rajouter une autre information, c'est l'index, et rajouter une flèche pour dire que les informations vont dans value et que l'index, c'est-à-dire le nom de la clé ici, donc c'est-à-dire le nom, l'âge, etc., va dans index. Voilà, et donc du coup, je vais pouvoir afficher tout simplement, d'ailleurs, on va mettre en gras, on va marquer l'index ici, donc $index, on va reconcaténer avec la fermeture de la balise bold, comme ceci, et on va reconcaténer avec ça, avec la valeur, et on va mettre un 2 points au milieu. Et on va relancer, et vous allez voir qu'on va avoir toutes les informations bien présentes pour chacun de nos personnages. Donc on a terminé d'utiliser cette boucle for each pour justement parcourir un tableau et afficher ces informations. Dans cet exercice, nous allons reprendre le précédent et inscrire tous nos personnages dans un tableau. Donc on aura un tableau de tableaux, c'est-à-dire un tableau multidimensionnel. L'objectif va être d'afficher l'ensemble de ces personnages comme ceci sur l'écran. Et donc il va falloir parcourir notre tableau de tableaux. Donc je vous invite à mettre sur pause la vidéo et essayer de réaliser ce petit exercice. De retour dans Visual Studio Code, j'ai repris l'exercice 9, j'ai dupliqué le code. Et la première chose qu'on va faire, c'est inscrire les images à l'intérieur de notre tableau. Donc ici, on va tout simplement inscrire l'URL de chacune de nos images. Donc on ne va récupérer que la fin, puisque c'est la seule chose qui va changer. Donc ici, je vais mettre player.png pour le premier, et je vais mettre la même chose pour les deux autres. Donc ici, c'était player F, et le troisième, c'est player M, comme ceci. Et ce qu'on va également faire, c'est revenir ici sur des booléens. Donc on va remettre true, false et true. Et on va devoir apporter toutes les modifications nécessaires.
La différence également avec le précédent exercice, c'est qu'ici on ne veut pas une liste, on veut directement afficher tous les personnages, donc je vais supprimer la partie formulaire qui ne nous sert à rien. Je vais laisser personnages, je vais enlever les i7 qui ne servent également à rien. On va d'ailleurs se garder que un seul personnage pour le moment, donc on va faire comme ceci. On va garder le clear boss par contre, voilà. On va se garder ça, je vais revenir comme ceci. Et on va avoir besoin du for each pour afficher les informations du personnage. Donc là, ici, on est bon pour le moment. Donc maintenant qu'on a fait ça, on va faire en sorte d'avoir un tableau de tableaux. Et donc on va... Alors je vais actualiser quand même, on va vérifier. Donc on a bien notre premier personnage, c'est tout ce qu'on a pour le moment. Donc ce que je voudrais maintenant, c'est passer dans... Enfin, inscrire mes 3 tableaux de personnages, mes 3 personnages dans un tableau. Donc pour ça, on va déclarer un nouveau tableau qu'on va appeler personnage avec un S, ou perso avec un S, on va faire plus court. Et on va y mettre nos 3 personnages, donc on va l'écrire comme ceci, P1, P2 et P3. Comme ça, nous avons nos 3 personnages dans nos tableaux. Maintenant, si on veut afficher ces personnages, je vais d'ailleurs mettre en commentaire ceci, on va repartir de 0, on va tout simplement devoir boucler sur ce tableau-là. Donc c'est ce qu'on va faire, on va refaire un for each, alors on va faire un for each pour boucler sur le premier tableau. Donc le premier tableau qui s'appelle perso ici. Et on va mettre les informations dans perso sans S. Donc vous notez bien la différence, ici on a tous les persos et ici on n'en a qu'un à chaque tour de boucle. Et en faisant ça, pour chaque personnage, on va devoir générer en fait ce qu'on avait fait ici. Donc je vais le reprendre. Je vais reprendre ça. On va déjà générer les images. Ça sera pas mal. Donc je vais générer ici les images de notre personnage. Et les images, donc ce qu'on a fait, c'est qu'on les a mis dans chacune des informations de nos personnages. Donc dans perso, ici, on va retrouver l'information IMG. Donc ici, je peux tout simplement concaténer. Alors je vais enlever player.png ici. Et je vais concaténer par la valeur de perso entre crochets IMG. Et alors le alt par contre, on va mettre également la même chose. Ce ne sera pas forcément le plus adapté pour un alt, mais c'est pas très grave. C'est pas là qu'est l'intérêt de ce petit exercice. Donc je vais actualiser ça, on devrait avoir déjà les 3 images. Donc c'est bien le cas, on les a à la suite puisqu'on est en float left. Maintenant, ce que j'aimerais, je vais reprendre ce qu'on avait fait ici. Et je vais le mettre également à cet endroit-là. Alors par contre... Ok, si c'est bon. Et on a le clear boss. Voilà. Donc là, on récupère bien toutes les informations. Il nous reste à afficher les informations de notre personnage. Et on peut faire directement $perso ici. Puisque notre tableau qu'on veut afficher, c'est bien le personnage. Donc chacun des personnages à chaque tour de boucle. Donc je vais actualiser, on va voir ce qu'on a. Donc on se retrouve à avoir toutes les informations et à avoir tout de bien paramétré. Je vais juste faire en sorte de supprimer l'image ici. Qui n'a pas lieu d'être, puisque ici elle est affichée, donc on n'a pas besoin d'afficher ce champ-là, et faire en sorte que pour le sexe, au lieu d'avoir 1 ou 0, ou vide d'ailleurs, on affiche bien le sexe. Donc pour ça, on va pouvoir tout simplement tester ici, en faisant un if $index différent de IMG. Donc si on n'est pas sur la clé IMG, on va faire les affichages, comme ceci. On va faire également la même chose si on n'est pas sur le sexe. Donc le sexe, je vais faire également le même test. Donc si on n'est pas dans image ou enfin sur la clé image ou sur la clé sexe, on affiche bien le résultat. Donc là, on va perdre ces 2 informations et on va rajouter justement le sexe. Donc on va rajouter un if ici. Donc et là, on va tester si on est sur le sexe. Bon, il y a plusieurs méthodes pour le coder, ce que je suis en train de faire là, mais je le fais comme ça. Et donc là, on va tout simplement faire, si l'index c'est sexe, on va tester, on va le faire avec un if imbriqué, voilà, bon, ça ira très bien. If value, donc si value, c'est-à-dire si le sexe est masculin, c'est-à-dire qu'on avait mis true, la valeur true, on va avoir ici à afficher echo, on va mettre en bold, sexe, bold, homme, et on va mettre un BR pour sauter une ligne, tout simplement. Et si c'est pas le cas, on va faire la même chose, mais on va afficher femme à cet endroit-là. Voilà, d'ailleurs, on n'a même pas besoin de faire
On peut le faire plus simplement, là, regardez. On va tout simplement sortir sexe, tout ce qui est commun, ici on va le sortir, on va le mettre là. Voilà. Hop. Et comme ça évite de l'écrire aux deux endroits, ce qui permettra de changer très simplement les informations si on veut sur la ligne ici, si on veut plus afficher sexe ou si on veut afficher en gras ou autrement, on peut le faire directement ici. Voilà, pour des raisons de maintenance, c'est mieux de le faire comme je viens de le faire à l'instant. Voilà. Donc là, je vais actualiser. Normalement, on devrait avoir fini ce petit exercice. Voilà, donc on a bien affiché tous nos personnages qui sont contenus dans un tableau. Donc on a un tableau de tableaux. On parcourt le premier tableau qui contient chacun de nos personnages. Et quand on parcourt ce tableau-là, on fait en sorte d'afficher le personnage à chaque fois, les informations du personnage. C'est ce qu'on faisait dans notre fonction afficher perso. On en a terminé pour cet exercice.